Ok, allons-y, démarrons. Parlons-en. De quand vont se dire, mais ouais, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous vous plaignez? Et pourtant, depuis le début, il était prévisible que le processus était violé, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, c'était prévisible. On ne dit pas le contraire. Mais ça, c'était avant de lancer le processus électoral. En fait, c'est pour vous dire que si ceux qui veulent faire, ils l'avaient fait avant de lancer le processus électoral, je n'aurais pas adopté cette posture. Je me serais plié à la loi. Je me serais plié à la loi. Ils se sont réunis en concertation politique. Ils ont pris des décisions iniques au cours de cette concertation politique. Nous l'avons accepté. Parce que c'était avant le lancement du processus. Ils ont demandé à avoir 100 milliards de budget pour organiser une élection. Nous avons subi cela parce que cela leur a été accordé par la Cour constitutionnelle. Ils ont modifié des décrets, modifié des lois. Tout ça avant le processus électoral. Nous l'avons subi. On a dit, OK, la loi étant la loi, ils l'ont fait avant le processus électoral, on va aller comme ça. Maintenant qu'ils arrivent, le processus électoral est lancé. Les gens ont lancé leur candidature. Des candidats ont déjà déposé leur candidature. Qu'ils arrivent en plein processus électoral, modifier la loi électorale, je dis là, ce qu'ils recherchent en fait, c'est la guerre. Et c'est la recherche, je vous assure, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. Voyez-vous, des Gabonais comme moi, très pacifiques, je n'ai aucun souci. De la même manière que je suis pacifique quand il s'agit de rester accroché à la loi, de la même manière également, je peux adopter l'autre posture. Donc, il est mieux de m'avoir dans ma posture légaliste que de m'avoir dans une posture illégaliste. En fait, il y a des choses sur lesquelles je ne discute pas. Mata, s'il n'est pas capable de gérer le ministère de l'Intérieur, en fait, qu'il libère, simplement. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut encore démontrer son incompétence. Elle est notoire. Elle a attesté, et je pense que s'il fallait que l'on délivre un prix Nobel de la médiocrité, il serait attribué à Lambert Noël Mata. Et c'est une honte pour ce monsieur. Et je me demande bien comment est-ce qu'il a fait pour devenir ministre de l'Intérieur. Une personne qui jouit d'autant d'expérience dans ce département. Depuis pratiquement 30 ans, c'est lui qui gère ce ministère. Et il arrive à nous produire ça comme résultat. On se demande bien, quand on parle d'expérience, qu'est-ce qu'il a acquis comme expérience tout au long de cette décennie à la tête du ministère de l'Intérieur en tant que secrétaire général et aujourd'hui en tant que ministre. Lambert Noël Mata doit se remettre en cause parce que venir proposer la modification d'une loi électorale en plein processus électoral, en fait, si ce n'est pas de la médiocrité plus, je ne sais pas comment est-ce que l'on peut qualifier cela. Je ne sais pas comment est-ce que l'on peut qualifier cela. Peut-il nous citer des exemples de pays où en plein processus électoral, les candidats ont déjà bouclé le processus. Ils ont déjà déposé leur candidature. On a vu les candidats à la présidentielle. Et c'est après le dépôt des candidatures des candidats que tu viens proposer la modification du code électoral. C'est-à-dire, même toi-même dans la tête, ça réfléchit comment? Je veux bien savoir. Parce que c'est vous qui êtes présentés comme étant des personnes inexpérimentées. Mata a quand même plus ou moins 30 années quand même dans ce ministère. Il a passé combien d'années en tant que secrétaire général? Le secrétariat général, c'est la cheville ouvrière de toute administration. Donc, il n'est pas à sa première élection. Il n'est pas à sa première élection. Est-ce que l'objectif de Mata et du gouvernement,
c'est d'éprouver, de tester les Gabonais jusqu'à l'extrême. Parce que là, vous êtes en train d'aborder l'extrême. Mais je ne sais pas si vous avez mesuré l'impact et les conséquences de cet extrême. Je sais que les gouvernants que vous êtes, au regard de la forte domination des expatriés au Gabon, des expatriés à qui vous avez donné la nationalité et à qui vous vendez le pays, vous vous dites, le Gabonais est trop maboule. En fait, on peut faire du Gabonais ce que l'on veut. Il ne va pas bouder, c'est quelqu'un, il va... Non, on a déjà éprouvé les Gabonais, on a mené l'homosexualité, vous avez vu comment ils ont réagi, on a mené ceci, vous avez vu, c'est en fait le peuple le plus maboule de toute l'Afrique parce qu'ailleurs, il y a plein de choses que les autres n'accepteraient pas. Et puis là, vous vous dites, en plein processus électoral, non, poussons le bouchon encore davantage, poussons le bouchon davantage plus loin. Testons quelque chose qui n'a jamais été testé. Modifions le jeu électoral en plein processus électoral et surtout après que les candidats aient bouclé ce processus en déposant leur candidature. Je pense que Lambert Noël Mata, vous êtes allé quand même assez, vous êtes allé loin. Vous êtes allé loin. Rassurez-vous, moi je n'ai aucun souci, hein, vous le savez parfaitement. Je ne suis nullement inquiété par une arrestation, un assassinat, tout ça. Non, non. Si vous connaissez ma vie, vous allez comprendre que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est nullement intimidé par la mort. D'accord? Je suis orphelin de père. J'ai perdu mon père, ma mère. J'avais la trentaine, peut-être 32 ans par là et autres. Je suis aîné d'une famille. J'ai perdu mon père. J'ai 39 ans aujourd'hui. J'ai perdu ceux qui me sont chers. La mort, je la côtoie au quotidien. D'accord? Donc c'est pour vous dire que la mort ne me fait nullement peur parce que je suis chrétien. Je ne dis pas chrétien d'église. Je suis chrétien qui défend sa foi. Et en tant que chrétien, je ne vénère pas la vie. C'est vous qui vénérez la vie. C'est vous qui pensez que vous êtes éternel sur terre et que vous pouvez vous permettre de tout faire. Moi, je ne vénère pas la vie. Je ne vénère pas la vie, pas du tout. Je suis de passage sur terre. Jésus-Christ est arrivé sur terre. Il n'a pas laissé une maison, il n'a rien laissé, il n'a même pas laissé un enfant. D'accord? Mais c'est l'homme aujourd'hui que tout le monde, la majeure partie du monde entier est pris en longueur de journée. D'accord? Donc, je ne suis pas du tout inquiété par tout ça. Ça, vous le savez, je pense. Je suis dans cette posture parce que je suis respectueux des institutions et ça, vous le savez également. Vous savez que je suis respectueux des institutions et c'est parce que je suis dans ce format-là que quand je commence quelque chose, je vais au bout de ce que j'entreprends. Quitte à perdre ma vie, ça c'est reconnu. Hein? Si vous ne me connaissez pas, rapprochez-vous de mes proches, ils vous diront la même chose. Ils savent que quand je fonce, je fonce. Surtout quand je sais que j'ai raison. Si je sais que je n'ai pas raison, ok, je vais lever mon pied et je vais baisser la garde. Mais quand je sais que j'ai raison, je vais jusqu'au bout. Je vous ai dit, si vous me tentez, ça c'est moi, je ne sais pas comment les autres Gabonais vont réagir. Moi, je vous l'ai dit, je ne défends pas les Gabonais, je défends le Gabon. D'accord? Je défends le Gabon, je ne défends pas les Gabonais. Non, mais si vous essayez de me tenter, en fait, préparez déjà un casier, d'accord? Donc un tiroir du côté de Kassebga pour ma dépouille, ce matin. Parce que vous l'aurez. Ça, je peux vous garantir. Aussi vrai que je vous parle, regardez-moi peut-être, c'est peut-être l'une des rares fois que vous me verrez vivant, au cas où vous persistez. Je vous le dis clairement. Au cas où vous persistez, des Gabonais comme moi, vous allez les trouver. Même si je suis seul, vous allez me trouver devant vous. Et vous prendrez la responsabilité de tuer la personne que je suis. Parce que je n'accepterai jamais que vous insultez l'être que je suis. Vous avez eu suffisamment de temps avant de lancer le processus électoral pour faire toutes les modifications possibles. J'aurais subi cela. J'aurais subi cela.
Mais vous ne pouvez pas venir insulter l'intelligence des gens en plein processus électoral, modifier la loi électorale. Ce n'est pas possible. Ça, c'est inadmissible. C'est inacceptable. Et moi, je n'accepterai pas. Je ne sais pas que pensent vos collègues pédégistes, anciens pédégistes, devenus opposants, qui sont muets sur le processus électoral et autres. Ça, c'est vous. Vous êtes tous dans vos loges, dans vos francs-maçonneries, dans vos rose-croix, dans tout. Ça, c'est vous. Hein. Je ne suis pas de ce milieu dégueulasse, sale et autres. Non, je ne suis pas là-bas. Je mène une vie saine et c'est pourquoi je défends ce qui est juste. Je ne suis pas de vos obédiences où vous vous retrouvez dans vos trucs. Machin. Non, je ne suis pas là-bas. C'est peut-être par solidarité à cause de vos obédiences que bon nombre d'opposants, soi-disant leaders d'opposition, restent muets sur ce type d'activité. Ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas politicien, je suis acteur civique. Je suis un citoyen, je me veux être le citoyen le plus digne possible. Donc c'est pour vous dire que ce projet ne passera pas. Si vous insistez, vous persistez, vous aurez une confrontation. Si je suis seul face à cette confrontation, il n'y a pas de souci, vous aurez mon cadavre. Mais à défaut, je m'engagerai à mobiliser le maximum des Gabonais pour s'opposer, quitte à ce que on en profite pour chasser votre système médiocre. Je ne suis pas en colère comme vous le voyez, je ne parle pas sous la base de l'émotion. Je reste sur la base du droit, je reste sur la base des valeurs gabonaises. Parce que comme je vous l'ai dit, en présentant mon pénigré, en présentant mes origines, je suis d'une lignée qui se distingue quand même. J'ai eu la grâce de porter dans mon sang, d'accord, d'avoir dans mon sang celui des grands guerriers, des grands dignitaires de ce pays, du point de vue traditionnel et autres. Je vous dis, je suis de Tchibanga. Mes aïeux, vous allez à Tchibanga, vous demandez. On va vous dire qui ils étaient. Ils n'étaient pas n'importe qui. Donc il y a ce sang de chef que je porte en moi. Il y a ce sang de chef que je porte en moi. Et c'est pourquoi je me bats pour être le plus digne possible en agissant de la façon la plus correcte possible. Je suis Nzabi de l'autre côté. Pas les Nzabi façon que vous avez de part et d'autre au Parlement, au gouvernement. Je ne reconnais pas ce type de Nzabi qui vendent le pays pour avoir leurs propres privilèges. Non, ça c'est une autre catégorie. Ce sont les Nzabi frélatés. D'accord? Moi, je ne me reconnais pas de la ligne des Nzabi frélatés. Ce sont les Nzabi frélatés. Hein, ça, qui sont autour de vous, assurément. Non, moi, je parle des Nzabi dignes. Des Wongo et de bien d'autres. Je me revendique être de ceux-là. De ces personnes-là, remplies de dignité, remplies d'intégrité, qui ont toujours défendu leur pays, qui ne l'ont jamais vendu pour des privilèges, comme le font beaucoup de Nzabi frélatés qui sont au cœur du système. Donc c'est pour vous dire que au Gabon, dans sa composition, vous avez des personnes qui sont d'origine frélatée, vous avez des personnes qui se battent pour être le plus digne et intègre possible. Moi, je fais partie de ceux qui se battent pour être le plus digne et le plus intègre possible. Je m'apprêtais à faire une vidéo quand on m'a envoyé le contenu de la proposition ou projet de loi, je ne sais pas trop qui veut le faire passer, qui modifie tout le système électoral. Ils ont annoncé la modification d'un article 77 qui portait sur le déroulement du vote dans un bureau de vote. Ok, d'accord. Et ils profitent de ça pour modifier tout le code électoral. On dit non, ce n'est pas possible. La vidéo que je m'apprêtais à faire, en fait, j'en profite. Je vais profiter de ce live pour intervenir sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est la candidature du président Jean-Rémy Yama. Le deuxième aspect, c'est ce que je viens d'aborder, là, donc la modification du code électoral. Le troisième aspect, sur lequel je vais m'étendre, pour comprendre, en fait, les enjeux. Vous allez comprendre à travers ce live.
que le fait que Ali Bongo ait annoncé sa candidature en coq, ce n'est pas juste parce que la beauté de coq. Vous allez comprendre, je vais vous l'expliquer, il y a des symboles derrière. Jean-Rémy Yama, acteur de la société civile, est présentement en détention préventive à la prison centrale de Libreville. Il a annoncé sa candidature à l'élection législative. Cette candidature est soutenue par le parti L'Union nationale de sa sœur, voilà, donc Paulette Missambo. D'autant plus que Paulette Missambo est également de Mouloundou, tout comme le président Jean-Rémy Yama. Mais c'est la solidarité qui se doit d'être, surtout quand on a des causes justes que l'on défend, et je salue le courage de Madame Missambo, parce qu'elle n'est pas la seule du groupe Nzebi de Logo et Lolo, mais tous les autres ont préféré sacrifier un innocent qui est leur frère pour préserver leurs propres intérêts. Missambo, elle a dit la meilleure façon de protéger un digne fils qui épuisait son frère était de le positionner comme candidat aux législatives. Pourquoi? Parce que simplement, si Jean-Rémy Yama est élu, il devient député. En devenant député, il bénéficie de l'immunité parlementaire. Et on ne peut détenir un député sans la levée de son immunité parlementaire. Donc c'est une façon de protéger Jean-Rémy Yama. C'est une façon également, à long terme, de le protéger de tout ce qui peut advenir dans le cadre de son combat civique, parce qu'en ayant son immunité parlementaire, Jean-Rémy Yama pourra être protégé. Et d'autre part également, c'est pour permettre à Jean-Rémy Yama de retrouver un équilibre plus ou moins social, parce que n'oublions pas que ce dernier a été radié de façon arbitraire par le système Bongo PDG. Sa femme est décédée, ses enfants sont abandonnés. Donc en devenant député, on permet de rétablir à cet homme sa dignité également. L'article 77, c'est ce que je viens d'aborder, je vais peut-être revenir dessus. Le troisième point sur lequel je vais m'étendre, c'est la présumée faillite de la SEG. Vous allez comprendre en fait pourquoi c'est une présumée faillite. Pour ceux qui suivent l'actualité, je ne sais pas si vous avez suivi du côté, partagez le live. Partagez le live, il est très important. Partagez le live autour de vous. Pour ceux qui suivent l'actualité, je ne sais pas si vous avez entendu parler des frères Goumta. Rajesh Goumta du côté de l'Afrique du Sud. Ils sont trois frères Goumta. En fait, c'est quoi les frères Goumta? Au Gabon, on a Gagan Goumta. D'accord? Ils sont sûrement parentés des Indiens et autres. Pourquoi je fais allusion au Goumta? Rajesh Goumta, qui se fait appeler Tony, ce sont des personnes qui faisaient des investissements tranquilles en Afrique du Sud, sans domination en tant que telle. Ils avaient ouvert leur entreprise de vente d'ordinateurs, tout ça. Et puis quand Jacob Zuma arrive au pouvoir, de 2009 à 2018, il rentre dans un système de corruption avec Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud. Ce système de corruption avait pour objectif de mettre main basse sur les entreprises de l'État. Quel était leur mode opératoire? Jacob Zuma et les siens faisaient croire à l'opinion que les entreprises étaient en faillite, un peu comme la SEG. Vous allez voir le lien. Comment est-ce que les Goumta fonctionnent? Donc, ils faisaient croire que les entreprises étaient en faillite et permettaient aux frères Goumta de racheter ces entreprises-là à des fonds quasiment symboliques. Et comme vous pouvez le comprendre, quand les Goumta rachetaient ces entreprises, Jacob Zuma avait ses actions, sa quote-part à l'intérieur. D'ailleurs, le fils de Jacob Zuma, si ma mémoire elle est bonne, Dada Zuma, était directeur du groupe des Goumta en Afrique du Sud, un peu comme Noureddine Bongo l'était dans l'un des groupes d'Aris, donc au Lab. Ça, ce sont les Goumta. Les deux frères Goumta ont été arrêtés pour détournement et autres lorsque Philippe Ramaphosa est arrivé à la tête de l'Afrique du Sud, a chassé Zuma qui voulait s'imposer de nouveau. Donc, ils ont pu le chasser et autres. Et quand Ramaphosa
est arrivé, ce dernier a pu ouvrir le dossier, lancer des investigations contre les frères Goumta, dont 2 ont été arrêtés après avoir transité par le Qatar et autres. Vous allez me dire, mais quel est le lien? Je continue avec les Goumta en Afrique du Sud. Rachesh Goumta, en Afrique du Sud, était arrivé à un niveau où ce sont les frères Goumta qui décidaient quasiment de qui devait être dans le gouvernement et qui ne devait pas être dans le gouvernement. D'ailleurs, certains ministres en ont fait des frais. Le ministre de la Justice, le ministre des Finances, qui avaient dénoncé les pratiques des Goumta, ont été virés du gouvernement. Et d'ailleurs, Tony, appelé Rajesh Goumta, n'hésitez pas de leur dire, c'est nous qui vous faisons, nous avons le pouvoir de vous défaire. Ils sont tous en prison aujourd'hui, hein, les Goumta. Les 2 frères sont en prison. Donc c'est pour vous dire comment est-ce que la famille Goumta, sous Jacob Zuma, est arrivée à prendre le contrôle de la gouvernance de l'Afrique du Sud. Est arrivée à prendre le contrôle des entreprises étatiques de l'Afrique du Sud. En donnant des avantages à Jacob Zuma et à ses enfants, nommant par exemple des enfants comme Dada Zuma à la tête, directeur de l'un des groupes, donc des filiales des frères Goumta. On quitte les Goumta d'Afrique du Sud pour arriver au Goumta du Gabon. Gagan Goumta, qui est aujourd'hui le puissant milliardaire gabonais. Mais qui connaissait Gagan Goumta avant l'arrivée d'Ali? Il existait où? Il faisait quoi? Il apparaissait où? Gagan, et qui connaissait Gagan? Qui connaissait même Olam? Olam avait quelle influence avant l'arrivée d'Ali? Donc c'est le même mode opératoire. Quand Ali Bongo arrive en 2009, la mission première d'Ali Bongo, c'est de créer sa propre Delta Synergie. Parce que n'oublions pas que sous Omar Bongo, il y avait la Delta Synergie. Cette Delta Synergie du père Omar Bongo avait des participations dans la plupart des entreprises. Tout ce que l'on consommait au Gabon, Delta Synergie avait une partie à l'intérieur. Que ce soit l'eau, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit les ports, l'aéroport, tout ce que le Gabon consomme, le Gabonais consommait, Delta Synergie avait sa part à l'intérieur. Seulement quand Omar meurt, les héritiers doivent se partager la Delta Synergie. Et comme vous le savez, jusqu'à présent, je ne sais pas si la succession d'Omar Bongo a été épuisée. Mais de ce que je sais, je ne pense pas que cette succession a été épuisée. Elle est toujours en cours. Assurément, Ali Bongo, voyant cela, quand il arrive en 2009, il décide de créer sa Delta Synergie à lui. Avec des conseillers comme les Liban, les Akombrissi et autres. Comment se matérialise cette Delta Synergie au sens d'Ali Bongo Ondimba? Dans les années 2011-2012, quand ils arrivent, ils commencent leur mode opératoire. On fait croire que Okume Palace, donc le secteur hôtelier, Okume Palace, le Méridien, les entreprises sont en faillite et qu'il faut racheter ces entreprises. Ils mettent en place leur groupe qu'ils ont appelé Wali Resort in Hotel, quelque chose comme ça. Et c'est ainsi que par des montages financiers, avec l'appui de Brice Lacruche Alianga à l'époque, qui se retrouvait être le patron du Wali, donc de ce nouveau groupe-là, et l'appui de la BGFI, qui a été, ça fait pas l'objet d'un article de presse dans Jeune Afrique, où ce montage a été critiqué, ainsi de suite. C'est ainsi que, sous Brice Lacruche Alianga, dans les années 2011-2012, patron de ce groupe Wali, il rachète à des fonds quasiment symboliques le patrimoine de l'État parce que l'Okoumé Palace, le Méridien et autres, c'est l'argent de l'État, ce sont les hôtels de l'État. Donc, il rachète ce patrimoine-là à des fonds symboliques. Et on a suivi le live de Stéphane Zeng. Quand Brice va en prison, bien avant ses déboires et autres, quels sont les actionnaires aujourd'hui du groupe Wali? On a suivi le live de Stéphane.
où il présentait ses actionnaires comme étant les Nouridine, les Hosseini, la femme de Nouridine et tout ce qui s'ensuit, comme étant les nouveaux actionnaires de ce groupe Wali, qui est propriétaire de l'Okoumé Palace, du Méridien et autres. Et à côté de ça, le même groupe Wali veut racheter d'autres investissements de l'État issus de la Cannes, les hôtels Eliconia. Donc c'est le même mode opératoire. On fait croire que ces hôtels sont en faillite pour permettre aux mêmes de venir racheter à des fonds symboliques. Ça, c'est la partie du fils et de ses gens. Arrivons maintenant à la partie de Goumta. Quand Ali arrive, avec l'appui des Akombressi de Liban et tout ce qui s'ensuit, on nous présente Olam comme une structure internationale, un groupe international qui va apporter les capitaux dans l'économie gabonaise. Et comme par enchantement, sur la même période, on constate, et je vous l'ai montré dans le guide d'évaluation que je vous invite à vous procurer, on constate là-dedans que sur la même période, la présidence de la République inscrit plus de 1000 milliards de budget qu'ils appellent pour des investissements transversaux. Donc, la même manière, la même période où Olam, soi-disant, est en train de prendre de l'ampleur, la même période, la présidence prend plus de 1000 milliards au nom des investissements transversaux. Et comme par hasard, c'est pendant cette période que la zone économique voit le jour, soi-disant, ce sont les investissements d'Olam. C'est de n'importe quoi. Ils prennent l'argent du contribuable, ils investissent dans leur structure, ils positionnent des expatriés et des étrangers devant, mais c'est l'argent du Gabonais. Au départ, c'était Olam, Olam, Olam. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont fait miroiter des faillites. Oh, Siat Gabon est en faillite, Olam est venu racheter Siat Gabon. Oh, SNBG est en faillite, Olam est venu racheter SNBG. C'est ainsi que jusqu'en 2018, puisque Olam, c'est un groupe singapourien dans lequel Gagan Gumta était actionnaire, en 2018, il décide de se départir d'Olam pour créer son propre groupe qu'ils ont appelé Arise. Et Arise, comme par enchantement, propriétaire de la zone économique, la toute première zone économique créée par le groupe Arise, c'est au Gabon. Si c'était des grands investisseurs, comme il le disait, pourquoi ils n'ont pas, avant l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba, développé ces activités ici? Pourquoi c'est des années après l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba au pouvoir qu'ils arrivent maintenant à se positionner comme étant des grands investisseurs? Et ils prennent l'argent du Gabon pour aller créer d'autres zones économiques. Au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je ne sais plus trop où ils ont implanté des zones économiques, dans 5 ou 10 autres pays. Avec l'argent du contribuable, pendant que le Gabonais a des difficultés à se soigner, pendant que le Gabonais, l'étudiant est privé de bourse, pendant que l'élève est privé de bourse, on prend l'argent du Gabon pour faire des affaires en accordant des facilités à ces entreprises. On a fait miroiter que Sim Gabon était en faillite pour permettre aux Marocains de racheter Sim Gabon et venir créer leur CIMAF. Quand il y a un secteur qui a une forte rentabilité, les gouvernants qui sont en complicité avec ces opérateurs privés sur lesquels ils éjectent de l'argent font miroiter une faillite. Et parce qu'ils veulent avoir la même mise ADL, merci Erwan, c'est la même chose avec ADL. On a fait miroiter qu'ADL était en faillite. Au finish, c'est pour que Arise vienne racheter ADL. Mais tout ça est fait grâce à qui? Si on parle du cas de la SEG. La SEG est détenue en majorité par les Gabonais aujourd'hui. Mais elle est détenue par les Gabonais par quel actionnaire pour le compte du Gabon? Le FGIS, le Fonds Gabonais d'Investissement Stratégique. Qui dirige le FGIS? C'est une légion étrangère. Des expatriés ayant pris la nationalité, d'autres agissant avec leur nationalité, qui dirigent le patrimoine du Gabon.
Et quand on le dit, qui sort pour nous condamner? Ce sont les mêmes gouvernants. La première dame, le Gabon est un pays de paix, la xénophobie. Ce sont les mêmes gouvernants qui créent ce chaos, qui viennent dire à nous, citoyens, qui défendons notre pays, que nous sommes xénophobes. C'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Et donc, comme ils veulent maintenant prendre le contrôle de la SEG, ils font miroiter une faillite en disant, pour que la SEG survive, il faut soit licencier des gens ou vendre la société. En fait, ils veulent mettre le personnel et les syndicats entre le marteau et l'enclume. Tout ça pour permettre à un groupe singapourien, peut-être Arise, de venir reprendre le contrôle de la structure. Mais tout cela a atteint un point de non-retour après l'AVC d'Ali Bongo Ondimba. Ali, lorsqu'il était en forme, il avait déjà ses limites, mais des limites qui ne pouvaient, je ne pense pas, aller jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui. Le système en place, les expatriés qui dirigent le pays ont besoin simplement de l'image d'Ali Bongo. En fait, ils s'en foutent totalement d'Ali Bongo. Qu'Ali Bongo se porte bien ou non, ils ont juste besoin de quelqu'un qui peut venir présenter là comme une mascotte pour dire voilà, c'est lui le président, donc tous les actes qui sont posés au nom du président. C'est ça leur truc. Il est mieux pour eux d'avoir un Ali Bongo sur qui ils vont mettre tout leur boucan demain après-demain quand ça va péter. Parce que quand ça va péter, on dira que qui est responsable? On dira c'est Ali Bongo, celui qui présidait les conseils des ministres, celui qui donnait les orientations. Comme ils savent qu'il est dans un état de semi-conscience et qu'en gros, il n'est pas comptable en réalité de tout ce qui peut être fait présentement, donc ils se battent et ils font tout pour que Ali Bongo demeure de façon à ce qu'il pose le maximum d'actes négatifs possibles sous la couverture d'Ali Bongo Ondimba, qui le rendront comptable de tout ce qu'ils font comme désordre au Gabon. Mais tout ça, Ali Bongo a des parents, hein? Mais des parents qui se soucient peu de la santé de leurs propres parents. Il a une mère qui vit encore, il a des oncles qui vivent encore, mais qui préfèrent négocier leurs propres intérêts que de se battre pour préserver la vie de leur fils. C'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Regardez les pédégistes. Des jeunes qui se battent tout le temps dans le parti, qui sont mis de côté, on peut en mettre n'importe qui. Regardez le gouvernement. Menons une enquête au niveau du gouvernement sur les véritables origines des uns et des autres. Je pense qu'on sera tous surpris sur le nombre d'expatriés au sein du gouvernement, au sein de nos institutions, au sein de nos administrations. Nous sommes arrivés à un niveau où on n'a plus de patriotes dans les institutions du Gabon. Et c'est parce qu'ils vont être peut-être en nous, acteurs de la société civile, qui nous sommes engagés à porter la voix des sans-voix au niveau des institutions. Ils se disent qu'il vaut mieux ne pas avoir des grandes gueules comme les nôtres, au Parlement et autres, et qu'il faut rapidement tout modifier, tout gaspiller, pour davantage accentuer la fraude électorale. Donc, cette parenthèse, c'était pour vous dire que ce que les Goumta ont fait en Afrique du Sud, ne soyez pas surpris que Goumta le fasse également au Gabon. Choisir qui est ministre, imposer ainsi de suite, ainsi de suite. Omar Bongo lui-même de son vivant le faisait en France. Il choisissait les ministres du gouvernement français. Il démettait également des ministres du gouvernement français. S'il dit à Sarkozy que tel ministre, je ne veux plus le voir au gouvernement, le lendemain, le ministre est évacué, on l'a vu. Pourquoi? Parce que l'argent du Gabon servait à financer la politique française et les présidents français.
Et comme les présidents français savaient que leur bailleur, c'était le Gabon, c'était à Omar Bongo, ils ne pouvaient que se conformer à ça. Maintenant, quand on dit aux Gabonais, mobilisez-vous, tant sur la question des élections que sur les autres questions, oh non, nous on ne fait pas la politique. Moi je ne fais pas politique. Je suis acteur, je suis citoyen. Je ne fais pas de la politique. Je ne suis pas dans un parti politique. Ceux qui font politique sont ceux qui sont dans les partis politiques. Moi je ne suis pas dans un parti politique. Je suis un citoyen qui a décidé et qui a toujours décidé de défendre ses droits. On vous demande de vous mobiliser, vous ne vous mobilisez pas. Parce que vous vous contentez des miettes qu'on vous jette. Vous êtes tout aussi indigne. Une honte pour le vert jaune bleu. Donc voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Je l'ai dit vraiment en toute quiétude, il n'y a pas de colère, non, il n'y a pas de frustration, il n'y a rien de tout ça. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de respectueux des textes. Je le dis encore. Mata a eu tout le temps de modifier la loi électorale. Il a eu une concertation politique pour le faire. Mais je n'accepterai pas au prix de ma vie d'être insulté à travers une modification en plein processus électoral. Cette provocation, je ne l'accepterai pas. Si Mata l'aurait fait avant, je n'aurais pas... Non, je me serais plié. Mais en plein processus électoral, venir nous dire qu'on s'en fout de vous, allez-y vous faire foutre où vous voulez, je suis Lambert Noël Mata, je suis libre de faire ce que je veux, parce que le Gabon, c'est mon toilette sur lequel je vais m'asseoir et je chie à l'intérieur, ça je ne vais pas l'accepter. Mon pays, je ne peux pas l'accepter. Je n'ai pas de pays de rechange, peut-être que vous avez des pays de rechange. Moi, je n'en ai pas. J'ai que le Gabon. Si vous me détruisez mon pays, je vais où? Peut-être que vous, si vous détruisez ce Gabon, vous savez où vous allez aller. Moi, je n'ai pas d'autre pays, en fait. Je n'ai que ça. Je n'ai que ça, je n'ai que ce territoire. Vous me le détruisez, vous me l'arrachez, je vais où? Vous avez eu tout le temps de modifier la loi électorale, mais ce matin. Vous avez eu le temps de changer les règles du jeu avant de lancer le jeu. Mais on ne peut pas lancer le match. On a commencé à jouer et vous dites on va changer les règles du jeu en cours de match. Ça ne passe pas. Là, c'est vous-même qui invitez le peuple au soulèvement. Et si vous persistez, on va se soulever. Si les autres ne se soulèvent pas, ça c'est eux. Moi, me connaissant, je vais me soulever. Quitte à ce que vous mettez vos agents pour me tuer, j'ai aucun souci avec ça. La mort, je n'ai même pas un peu peur, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, je suis aîné d'une famille, j'ai perdu mes grands-parents. J'ai vu ma mère dépérir d'une tumeur parce que vos hôpitaux d'Angondje et autres, c'est de la merde malgré l'argent que vous volez aux contribuables et les budgets que vous avez. En fait, je ne sais pas ce qui peut me faire peur. Les seuls qui peuvent peut-être dire encore non, machin, c'était eux, mais ils n'y sont plus. Ils sont tous morts. Allez-y doucement. Ne poussez pas les Gabonais à bout. Surtout pas des Gabonais comme nous, qui sommes très respectueux de la loi. Il ne faut pas nous provoquer. Vous savez, les gens qui sont calmes là, il ne faut vraiment pas les provoquer. D'accord? Les gens qui sont respectueux, il ne faut vraiment pas les provoquer. C'est notre nature. Nous sommes calmes, nous sommes respectueux. Mais c'est parce que nous sommes calmes et respectueux que nous sommes attachés à nos valeurs et à nos principes. Non, ne nous provoquez pas dans ce sens-là. La loi électorale a été modifiée. Le processus électoral, vous l'avez défini avec vos partis politiques avant de lancer le jeu électoral. Le jeu électoral a été lancé.
laissez-nous aller tranquillement. Même si vous fraudez dans les urnes, faites comme vous voulez. Mais je ne me vois pas en train d'accepter que les lois, la loi électorale soit modifiée en plein processus. Ce n'est pas évident. Je vais contester, effectivement, comme je sais le faire, mais je vous avise déjà. Vous allez faire ça, je vais saisir la Cour. Si la Cour vous donne raison, ben, que la Cour sache qu'ils doivent aider Mata à réserver un casier pour moi à Kassebga, un tiroir pour la chambre froide à Kassebga, ou à Gabosep ou à Saf, c'est cela. Parce que je sais une chose, quand je suis dans mon droit, quand j'ai raison, je vais jusqu'au bout, quitte à perdre ma vie. Ce n'est pas l'émotion qui parle, je ne parle pas avec émotion. C'est une question de raison. Si vous insistez, je vais saisir la Cour. Si la Cour vous donne raison, ben, sachez que la seule alternative pour moi sera la confrontation, même si je suis seul face à vous. J'ai aucun souci. Et contrairement à ce qu'ils disent, non, l'exil, non, moi, je n'en ai pas, je suis là. Je vous ai dit, la mort ne me fait pas peur. La seule peur que j'ai, c'est de mourir en trahissant mes principes. C'est la seule peur que j'ai. Je n'ai pas du tout peur de mourir en étant attaché à mes principes. Non, 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 non. Au contraire, c'est une fierté, ce sera une dignité, de mourir comme j'ai toujours vécu, de façon digne, de façon intègre, de façon fière. Mon inquiétude, c'est de mourir en perdant l'intégrité et la fierté qui a toujours caractérisé mon existence sur Terre. Donc, je pense qu'on s'est compris. Je sais que vous suivez ce live. Tes agents sont connectés, ils suivent. Qu'ils te remontent l'information. Je n'ai aucun problème avec Mata. Je n'ai aucun problème avec Billy Binze, chef du gouvernement, qui a présidé le conseil interministériel pour valider ça. Je n'ai aucun problème avec Ali Bongo Ondimba, qui a présidé le conseil des ministres pour valider ça. J'ai tout contre le fait qu'on insulte ma personne, qu'on réduise notre intelligence à n'importe quoi, qu'on viole de façon outrancière nos principes et notre dignité. J'ai tout contre ça. Je vous l'ai dit et je le répète. Si vos modifications, vous les aurez opérées avant qu'on ne lance le processus électoral, Geoffroy Fumboula, que je suis, je n'aurais jamais adopté cette posture. J'aurais subi cela. Mais quand vous venez en plein processus, surtout que des actes de candidature ont été déjà faits, que des candidats aient déposé leur dossier et que vous dites que vous allez venir changer le code électoral, les règles du jeu, je dis non, ça ne va pas arriver. Je vais donc faire le tour des partis politiques. Si vous insistez, vous persistez, pour demander à ces partis politiques s'ils sont encore dignes de mobiliser leurs militants. Si c'est confrontation que vous recherchez, on verra au Gabon qui est prêt à défendre ce pays. Si ces partis politiques et les leaders de ces partis politiques, je pense à des gens comme des personnes comme les barreaux chambriers. Envoyez cette partie-là, ces gens-là. Je pense aux barreaux chambriers, au Manganga Moussavou, je pense au Raymond Donsima, à Paulette Missambo, à qui d'autre? Au Bertrand Zibi. Encore que pour Bertrand Zibi, je ne m'inquiète nullement. Je pense à tous ces leaders-là qui disent vouloir changer les choses au Gabon. Je ferai le tour de tous ces leaders pour nous inviter à prendre notre courage. Si notre sang doit couler, il coulera maintenant pour préserver notre pays. Moi, le mien, je suis prêt à le faire couler pour défendre ma patrie. Je l'ai dit et je l'aurais dit. Si Lambert Noël Mata avait changé ce code électoral avant qu'on ne commence le processus, j'aurais subi parce que je suis légaliste. Mais je n'accepterai jamais, en plein processus électoral, qu'un Lambert Noël Mata, ministre soit-il, vienne changer les règles du jeu en plein jeu. Je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Si les partis politiques l'acceptent, moi je ne l'accepterai pas. Je ferai le tour des partis politiques.
Si Mata veut une confrontation avec le peuple gabonais, nous, peuple gabonais, nous allons préparer cette confrontation. Il ne faut pas embêter les gens. D'accord? On a une loi électorale qui est là. Restons calmes. Allons-y aux élections avec cette loi électorale. Même si vous fraudez comme vous fraudez d'habitude, faites-le, vous fraudez d'habitude. Il n'y a pas de souci. Fraudez. Mais nous insulter en disant qu'on plaint, non, je pense que vous êtes allé trop loin. Sur cette approche-là, Mata, tu as fait fort. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as voulu essayer à travers ça, toi et ton gouvernement. Je ne sais pas en fait ce que vous avez tenté de faire à travers ça. Mais vous êtes allé fort. D'ailleurs, je te ferai déposer un courrier demain pour te dire expressement ce que je suis en train de te dire. Je te le ferai déposer demain par courrier. Je ne suis pas un illégaliste. Je suis légaliste. Je te dirai expressement ce que je suis en train de dire. 1. Si vous persistez sur cette voie, vous allez rencontrer des Gabonais sur vous. 2. Si vous insistez, j'œuvrerai dans le sens de monter un mouvement pour s'opposer de façon frontale à vous. 3. J'irai auprès des leaders de partis politiques pour inviter ces derniers à mobiliser leurs militants pour défendre la patrie. Quitte à ce que le sang coule, parce qu'apparemment c'est ce que vous recherchez, que le sang des Gabonais coule. Mais sachez que si ce sang-là commence à couler, ben, rassurez-vous, tant que vous ne serez pas dégagé de là, ce sang continuera à couler. Jusqu'à ce que vous partez. Ne provoquez pas les Gabonais. Vous volez l'argent, vous faites tout ce que vous faites. Non, ne faites pas ça. Il ne faut pas pousser les gens à bout, en fait. Et je le dis, je vais toujours au bout de ce que je fais. Je vais toujours au bout de ce que je fais. Je pense que vous le savez bien. Et je le fais toujours de façon légale. Je ne le fais pas à travers des faux profils. Je ne le fais pas de façon anonyme. Non. Je vous annonce ce que je vais faire. Et je fais ce que je vous dis que je vais faire. Et je pense que depuis que je suis au Gabon, depuis que vous me suivez, vous connaissez quelle est ma méthode. Quand je veux faire quelque chose, je vous écris en vous disant ce que vous faites n'est pas bon. Je vous informe que je vais faire ça. Et je fais ce que je dis que je vais faire. Donc, de la même manière, demain, vous aurez mon courrier où je vous ferai mes observations et je vous dirai ce que je vais faire. Et je le ferai parce que je le fais conformément à la constitution de la République gabonaise. Laquelle constitution, en son article 1er, alinéa 21, je crois, sous mes souvenirs sont bons, dit clairement: tout citoyen a le devoir de défendre la patrie. C'est un devoir constitutionnel pour moi. C'est un devoir constitutionnel pour moi. Quand la patrie se sent menacée, j'ai le devoir de défendre la patrie. C'est pourquoi je vous ai dit, je suis légaliste. Même s'il faut que je meure, je préfère mourir dans la légalité. C'est tout en fait. Je ne suis pas anarchiste. Est-ce que les actions que je compte poser sont en conformité avec la loi? C'est au-delà de la loi, c'est en conformité avec la Constitution. Que dit la Constitution? La Constitution dit tout citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de respecter les lois et les règlements de la République. Donc quand je dis que je vais me tenir debout face à vous pour m'opposer à ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour vous défier. C'est pour vous informer que j'agis en application de la Constitution qui m'oblige à avoir le devoir de défense de la patrie. C'est simplement ça. Il n'y a rien d'autre à part ça. Donc vous êtes avisés. Je vous souhaite beaucoup de courage dans ce que vous faites. Je présume que vous êtes éternel. Donc vous ne mourrez jamais. Et que des personnes comme nous qui sommes appelées à mourir, vous pouvez nous tuer comme vous voulez. Donc il n'y a pas de souci, vous êtes éternel. Mais j'ai trop de dignité, j'ai trop de fierté pour accepter que ce que vous êtes en train de faire se fasse. J'attends de voir
le comportement de ces parlementaires-là qui ont été rappelés pour une session d'urgence juste pour modifier cette loi-là. Ce sont des Gabonais qui sont là-bas, non? D'accord. J'attends de voir ce qu'ils vont décider, ces parlementaires. J'attends de voir ce que Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale, va acter. Si lui et les parlementaires pédégistes vont accepter de modifier le code électoral en plein processus électoral. S'il accepte, c'est que Faustin Boukoubi, ses parlementaires, et ainsi de suite, auraient compris que la seule alternative, ce sera la confrontation. Et moi, je vais assumer cette confrontation. Même seul, je vais l'assumer. Même seul, je vais l'assumer. Je vous le dis, même seul, je vais l'assumer. J'ai aucun souci avec ça. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Jusqu'à présent, on est calme, on constitue nos dossiers, on a dit on va aux élections. Même si la loi actuelle est comme ci, comme ça, mais tant qu'elle a été modifiée avant que le processus ne soit enclenché, on subit cette loi-là. On n'a pas boudé, on a dit on part, on y va. Mais venir en plein processus et modifier ça, non, non, ça passera pas.